L'Union européenne vise un accord commercial historique avec l'Australie alors que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'apprête à se rendre à Sydney et à Canberra pour une dernière série de négociations la semaine prochaine. Cet accord, fruit d'intenses discussions, avait échoué en 2023 en raison d'un différend sur les questions agricoles, Canberra accusant Bruxelles de bloquer l'accès au marché pour les exportations de viandes australiennes. Cependant, les tensions commerciales mondiales croissantes et les droits de douane américains généralisés ont relancé ces négociations alors que l'UE s'efforce de diversifier ses partenaires. La Commission souligne que 83% des échanges commerciaux de l'UE se font désormais avec des pays autres que les États-Unis, suite aux accords récents conclus avec l'Inde, le Mexique et l'Indonésie. Pour Bruxelles, cet accord constitue également une initiative stratégique visant à garantir l'approvisionnement en matières premières essentielles, notamment le lithium et le cobalt, nécessaires à la transition énergétique verte de l'Union. Au-delà de l'économie, l'accord revêt une importance géopolitique considérable dans la région Indo-Pacifique où la rivalité avec la Chine continue de progresser. Les législateurs européens ont prévu un vote en commission ce jeudi afin de relancer un accord commercial au point mort avec les États-Unis, et ce après des mois de résistance. Cette initiative vise à relancer un processus longtemps retardé par des désaccords fondamentaux sur les règles numériques et les normes sanitaires, ainsi que par des tensions croissantes concernant le Groenland et l'Iran. Conclu initialement l'été dernier par Ursula von der Leyen et le président Donald Trump, l'accord impose des droits de douane américains de 15% sur les produits de l'UE, tandis que l'Europe réduit ses propres droits à zéro. Bruxelles avait initialement présenté cet accord déséquilibré comme le meilleur des scénarios négatifs. Cependant, cet accord a été bouleversé plus tôt cette année après que la Cour suprême des États-Unis a déclaré illégaux les droits de douane initiaux du président Trump, ajoutant une nouvelle incertitude au terme de cet accord. Pour parvenir à un compromis, les députés européens ont négocié jusqu'à la dernière minute afin d'inclure une clause permettant à l'UE de suspendre l'accord si son intégrité territoriale est menacée. Une réponse directe aux menaces américaines précédentes concernant le Groenland. Une clause de caducité a également été ajoutée, ce qui signifie que l'accord expirera en mars 2028, à moins qu'il ne soit explicitement renouvelé. Le Premier ministre slovène Robert Golob dénonce une atteinte directe à la souveraineté nationale par des services étrangers, après des informations selon lesquelles une société d'espionnage privée israélienne aurait rencontré le principal candidat de l'opposition avant les législatives de dimanche. Une coalition d'organisations de défense des droits humains et de journalistes d'investigation affirme que Black Cube, une société fondée par d'anciens agents des services de renseignement israéliens, est à l'origine d'une série de vidéos enregistrées en secret visant à discréditer le gouvernement de centre-gauche du Premier ministre. Selon certaines informations, des représentants de Black Cube se seraient rendus à 3 reprises dans la capitale Ljubljana à la fin de l'année dernière et auraient rencontré le principal candidat de l'opposition, Janez Janša, au siège de son parti en décembre. Janša, qui a occupé 3 fois le poste de Premier ministre et est un proche allié de Viktor Orban, a rejeté ces informations, les qualifiant de corruption sans précédent de la part de l'élite de gauche, affirmant que son parti n'avait aucune connaissance de cette société. Ce scandale survient alors que l'écart dans les sondages s'est réduit entre les libéraux au pouvoir et l'opposition conservatrice. Si Janez Janša, fervent admirateur de Donald Trump, revient au pouvoir, certains estiment que cela entraînerait la chute d'un nouveau bastion libéral en Europe et accentuerait le virage à droite de la région. L'Iran a tiré plusieurs salves de missiles à ogives multiples sur Israël dans la nuit de mardi à mercredi, tuant 2 personnes. Des attaques pour venger la mort de 2 de ses hauts responsables, Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale, et Gholam Reza Soleimani, chef de la milice Basij. L'armée israélienne a annoncé les avoir tués dans des frappes sur Téhéran mardi matin. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. Téhéran a également lancé de nouvelles attaques contre ses voisins mercredi au petit matin, visant l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Irak. Le régime iranien maintient aussi sa pression sur le détroit d'Ormuz, une voie maritime vitale par laquelle transitent normalement 1/5 du pétrole et du gaz mondiaux. Face au refus de nombreux pays de l'OTAN de porter assistance aux États-Unis pour sécuriser ce passage, le président américain Donald Trump a menacé ses alliés et affirmé que Washington pourrait se retirer de l'alliance. I'm disappointed in NATO that
We spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. Israël a relancé son offensive contre le Liban dans le cadre d'opérations visant les positions du Hezbollah soutenues par l'Iran. Au 19e jour du conflit, le bilan humain s'élève actuellement à 1300 morts en Iran, 900 au Liban, 14 en Israël, ainsi que 13 militaires américains déployés au Proche et Moyen-Orient, d'après les autorités de chacun des pays. Joe Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme américain, a annoncé mardi sa démission, invoquant ses réserves quant à la légitimité des frappes militaires en Iran et affirmant qu'il ne pouvait en toute conscience soutenir cette guerre. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le haut fonctionnaire écrit que l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Il a ajouté que Washington avait déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Sa démission reflète le malaise au sein de la base électorale du président américain Donald Trump concernant cette guerre et montre que les questions sur la justification du recours à la force en Iran s'étendent à au moins un haut responsable de l'administration républicaine de Trump. Interrogé sur cette démission lors d'une conférence de presse mardi, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a réfuté les affirmations de Kent, selon lesquelles l'Iran ne représentait pas une menace imminente. There was clearly an imminent threat that Iran was very close to the enrichment of nuclear capability, and they were building missiles at a pace that no one in the region could keep up with. En Grèce, le gouvernement a présenté un plan global pour mettre en œuvre l'interdiction de la vente de produits de tabac et d'alcool après l'adoption d'une loi sur le sujet l'été dernier. L'accent sera principalement mis sur la vérification de l'âge des clients au moyen d'une application. Τι έχει παρατηρηθεί? Ότι στους ελέγχους υπήρχε πάρα πολύ συχνά η δικαιολογία ή ότι δεν κατάλαβα ότι είναι ανήλικος ή ότι μου έδειξε ταυτότητα που εγώ δεν κατάλαβα ότι είναι ψευδής. Αυτό που κάνουμε σήμερα αφαιρεί αυτή τη δικαιολογία. Άρα κάνει ευκολότερο τον έλεγχο, πιο καθαρή τη μεταξύ μας σχέση και ευκολότερο την επιλογή προστίμου. Ce système de vérification sera le premier de ce type à être mis en œuvre au sein de l'Union européenne. Είναι ο ίδιος ακριβώς τρόπος που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει ως κοινή τεχνική προσέγγιση για το age verification και στις πλατφόρμες διαδικτύου. Συνεπώς είναι η πρώτη ευρωπαϊκή υλοποίηση αυτή την οποία έχουμε πραγματοποιήσει στο Kids Wallet και στο Wallet. Des pénuries de médicaments à la souveraineté sanitaire européenne en passant par les limites éthiques de l'IA, le sommet de la santé d'Euronews tenu à Bruxelles a suscité de vifs débats. Voici quelques-uns des principaux enseignements de cet événement qui a réuni certains des plus grands dirigeants politiques et chefs d'entreprise du monde dans le domaine de la santé. We continue to face many challenges: conflict, displacement, poverty and inequality, non-communicable diseases and mental health conditions, antimicrobial resistance, climate change, and epidemics and pandemics. None of these dangers can be managed in isolation. Shared threats demand a shared response. I think the lesson from COVID-19 is that protectionism doesn't work. And even if we were in Europe, even if we were in a single market, we know that there was a period of time where there were very strong protectionist temptations within Europe. And luckily, there was awareness and people realized that this was not the way forward. So when we look at AI in health, or AI in general, when you look at the United States, it's primarily funded by the private sector, venture capital. Yes. When you look at China, the other big powerhouse, it's mainly state-driven. I think this is actually the biggest opportunity for Europe, which is to be right in the middle, to bring together the public and the private sector to work together. If Europe is able to find that solution, and
I think it's critical that the European institutions understand that they need to work closer with the private sector, that the regulators need to create a pathway of conversation with companies developing the innovations from the start, from the moment they start developing the technology all the way to access to market. We have faced challenges imposed by the pandemic, but we have also taken a very important lesson, which is that health is a strategic asset for Europe. And having said that, what I mean is, if health systems are in trouble, everything else collapses. The societies are suffering. Everything else is suffering. So I would say that it doesn't really matter where are the different competencies levels. It matters what kind of health care delivery will be reaching the patients. Le Sénégal n'est finalement plus champion de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 mois après sa victoire face au Maroc, la commission d'appel de la Confédération africaine de football, la CAF, a annulé le résultat et donné la victoire aux joueurs marocains sur tapis vert, 3-0. La finale chaotique disputée à Rabat le 18 janvier dernier avait initialement été remportée 1-0 par l'équipe sénégalaise en prolongation. Dans les dernières minutes du temps additionnel, alors que le score était toujours nul et vierge, l'arbitre avait accordé un pénalty au Maroc. En signe de protestation, les supporters sénégalais avaient envahi le terrain et l'équipe nationale s'était retirée pendant près de 15 minutes, rejoignant les vestiaires. De retour sur le terrain, les Marocains avaient alors manqué leur pénalty avant que Pape Gueye offre le but de la victoire au Sénégal 2 minutes plus tard. Une décision initiale de la CAF avait confirmé le résultat sur le terrain tout en infligeant des amendes dépassant le $1 million et des suspensions aux joueurs et aux officiels des 2 équipes. L'équipe de football sénégalaise a annoncé mardi qu'elle ferait appel auprès du tribunal arbitral du sport.